Bonjour, Madame et Messieurs, ici André Fauteux, éditeur du magazine La Maison du 21e siècle. Aujourd'hui, je suis très heureux de parler de CO2 avec un inventeur québécois qui s'appelle André Courchaine. Bonjour, Monsieur Courchaine. Bonjour, bonjour. Donc, vous êtes un programmeur informatique, entre autres chez TELUS. Racontez un Moi, peu j'ai votre j'ai histoire. euh, j'ai deux chapeaux présentement. J'ai une job à temps plein comme développeur logiciel chez TELUS for Business. Puis, je fais de la consultation depuis une quinzaine d'années sur la programmation, sur dans des idées, puis je les amène à un produit final. J'ai travaillé sur toutes sortes de projets, des serres automatisées, des systèmes de simulation de tir à l'arc, Ah des ouais, mythes, intéressant. un peu de tout. Mais comment est-ce que Puis, c'est venu? Vous avez inventé donc un capteur de CO2, de dioxyde de carbone, ouais, j'ai qui a ce gagné petit un. capteur-là ici, qui est quand même assez petit. On parle pas de quelque chose d'énorme, là. Ben oui. Je veux C'est quand juste même assez petit. expliquer, je veux juste vous expliquer comment c'est Simon Labrec, Ouais, ancien inhalothérapeute, dont j'ai un filtre pas chez moi, de la compagnie Épuraire, qui s'appelle ouais. aujourd'hui ils ont changé de nom, C'est c'est Orcan. Orcan. Et puis, il me disait que ben, il aime le fait que ce soit un produit québécois, qu'on ait un service à la clientèle rapide d'un Québécois et non des gens en Asie Ouais. qui risquent de nous voler nos données. Et puis, j'ai été impressionné parce que votre site web, co2.click, CLUCK, dit que vous avez gagné un prix en Allemagne avec ce produit-là. C'est quoi le meilleur rapport qualité-prix contre la COVID? Ouais, non, c'était vraiment c'était une foire de plus de manufacturing process, donc des procédés de manufacturation. OK. Il y avait des awards au niveau de trois différentes catégories, dont une qui était réagir ou de mieux travailler dans un état de pandémie, dans la réalité d'une pandémie. Puis j'ai soumis mon projet, qui était vraiment ma première version. Je suis rendu à la troisième génération. Puis je me suis fait, j'ai fait le shortlist de trois projets. Je me suis fait inviter là-bas. Je suis descendu en pleine pandémie en 2020, septembre 2020 à Berlin, qui était assez spécial, là, Ah oui, comme bravo. voyage. Je suis C'est déjà allé très. en Allemagne, mais pas dans un état de pandémie. Ah oui. Euh, Ben, j'aime toujours faire C'était du connaître vote des populaire. gens qui innovent. J'aime beaucoup faire connaître des gens qui innovent comme vous. Félicitations. Alors, mais d'où est venue votre idée? Est-ce que c'était pour un besoin personnel d'avoir un Ben, capteur de CO2 abordable? J'avais déjà travaillé avec des capteurs CO2 dans les serres. Sur certaines plantations, on utilise le CO2 pour favoriser le feuillage des plantes. Oui, c'est de la. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on veut générer du CO2, on ne veut pas l'enlever. Hmm. Donc, j'avais un petit peu de connaissances à ce niveau-là. Puis, j'ai vu des reportages à la télévision quand ils ont commencé à parler de CO2 dans les écoles. Qu'on voyait quelqu'un qui se promenait avec un capteur manuel, probablement le concierge de l'école qui se promenait puis qui prenait des mesures à hoc un petit peu partout, qui écrivait ça sur un bout de papier, qui était faxé à la commission scolaire, qu'eux autres transféraient ça dans un fichier Excel puis qui envoyaient ça au gouvernement. Ils ont Hmm. été capables on est en 2020, on est capable de faire quelque chose un petit peu mieux que ça. Fait que j'ai Ouais. commencé mon premier prototype, puis j'ai eu pas mal de feedback, puis je suis arrivé, là, présentement, je suis à la troisième génération d'un petit capteur. Il y a deux modèles, modèle C, modèle D. Le modèle C qui est le plus populaire, qui est un capteur qui transmet les données par Wi-Fi à un portail cloud. C'est quoi la différence entre le C et le D, à part que c'est différent? Le D, il a un petit peu plus d'autonomie de batterie, il n'est pas Wi-Fi. Donc, les données, ils les enregistrent sur la mémoire du capteur même. Puis, on se branche par un lien privé entre un ordinateur puis le capteur pour aller downloader l'historique Avec des un données. câble USB-C? Non, c'est par un lien privé Wi-Fi entre seulement votre ordinateur puis le capteur. Le D, j'avais compris qu'il n'était pas Wi-Fi. Il n'est pas Wi-Fi dans le sens qu'il ne se connecte pas à Internet. OK. C'est juste pour le transfert de données vers votre ordinateur qui utilise le Wi-Fi. C'est plus simple de faire ça qu'avec un câble USB. Le câble USB, le problème, c'est qu'il faut fournir des drivers pour Windows, il faut fournir des drivers pour les différentes versions de Windows. Moi, je suis un amateur d'open source, donc c'est sûr que je supporte Linux out of the bat.
macOS, les différentes versions de macOS, tandis qu'en ayant un lien privé Wi-Fi, on se connecte, ça prend 10 secondes, puis il rééteint le Wi-Fi tout de suite. C'est simple, on a les données sur notre ordinateur. OK. Moi, j'ai acheté un petit capteur il y a un certain temps. J'avais trouvé, bon, il y a toutes sortes de listes sur Internet, les 10 meilleurs capteurs de CO2, Ouais. là. J'avais trouvé le Kakamu, qui est fait en OK. Chine, je crois. Puis bon, c'est les composés organiques volatiles, le formaldéhyde, puis le CO2, mais j'ai aucune idée à C'est ça. savoir si c'est précis. Pendant longtemps, on disait que c'était très cher, les bons capteurs de CO2. Vous Ouais. avez réussi à faire comme un peu le meilleur rapport qualité-prix pour moins de 200 Je finis à bout d'essayer de descendre ça le plus possible. En utilisant des composantes, qu'est-ce qu'on appelle des commercial off-the-shelf, du COTS. Donc, disponible j'ai un pas peu fait partout. un gros design. J'ai pris déjà un module CPU avec un écran qui existait déjà. J'ai designé mon petit PCB, mon petit board en arrière qui s'en vient se brancher avec un capteur CO2 de haute qualité qui est fait par une compagnie suisse qui utilise la technologie NZIR. Donc, c'est un faisceau lumineux qui s'en va éclairer dans le sample, la partie d'air qui a été emmagasinée dans le capteur. Puis, avec le rayonnement, il est capable de compter le nombre de particules de CO2 qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est comme ça qu'il évalue, qui compte en fait le nombre de ppm. Beaucoup de capteurs, le vote, je ne le connais pas, là, mais beaucoup de capteurs cheap, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils utilisent des capteurs MOX ou électrochimiques. Eux autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils ne calculent pas le nombre de CO2. Ils respirent l'air, puis ils vont aller évaluer les VOC. Avec le VOC, ils vont déduire une valeur de CO2, ce qu'ils appellent le CO2 équivalent. Donc, ils mesurent des produits chimiques dans l'air, puis ils extrapolent pour dire il y a tant de Extrapole, c'est ça. C'est pas une mesure, c'est pas un compte, c'est vraiment de l'extrapolation. C'est pour ça que ces capteurs-là, dans le cas d'évaluer si on a vraiment du CO2 dans une pièce, c'est pas bon. C'est un beau morceau de plastique avec des chiffres aléatoires, c'est à peu près tout. Ouais. Mais dites-moi comment savoir que votre appareil est vraiment si précis? Est-ce qu'il y a un labo, une tierce partie qui le valide? Je l'ai envoyé à faire des tests qui ont été comparés avec plusieurs autres capteurs plus haut de gamme, des capteurs aussi qui sont calibrés en usine. Puis j'arrive dans les mesures. On dit qu'un capteur comme ça, c'est plus ou moins 30 ppm, plus 3 de la mesure. De Donc, précision? c'est comme précision. Donc, j'arrivais dans ces eaux-là. Comme de raison, moi, euh, le capteur, c'est pas moi qui ai inventé le capteur à dire comme tel. Je l'achète d'une compagnie qui se spécialise dans les capteurs CO2. Moi, Donc, je c'est la l'intègre. réputation de votre fournisseur, dans le fond, qui vient. Exactement. Moi, je l'intègre, je mets du logiciel pour rendre ça facile à utiliser, avec des facilités pour le portail web, et ainsi de suite. Puis, un petit Pour les, package qui est bien facile à utiliser. pour les sceptiques, évidemment, le fait que vous ayez gagné ce prix-là est intéressant, mais pour les sceptiques, où est-ce qu'on peut avoir de l'information indépendante sur la qualité de ce fournisseur-là, de ce capteur? Comme de raison, sur le site de Sensorion, ils ont beaucoup de données à ce niveau-là. J'attends un rapport j'en ai envoyé un aux États-Unis qui ont fait des tests avec des gaz calibrés. Donc, ils injectent un gaz qui est calibré à, mettons, 500 ppm, puis ils mettent plusieurs capteurs dans cet environnement-là pour voir comment ils réagissent. Je devrais avoir le rapport d'ici environ 2 à 3 semaines. OK. Donc, le fabricant allemand, c'est Sensirion. Ouais, Sensirion. OK. AG, c'est .com, tout simplement. OK. On va Ouais. le trouver là. Parfait. Puis là, vous me disiez que je trouve ça intéressant, avant de revenir au capteur, là, parce que l'idée, c'est de voir est-ce que notre maison est assez ventilée. Hein? Puis vous êtes comme beaucoup de gens, vous me disiez tantôt, avant qu'on commence, vous n'avez pas d'échangeur d'air chez vous et vous êtes Non. 4 personnes. Comment ça se passe? On est 4 personnes, puis présentement, là, je suis environ à 1700 ppm ici dans mon sous-sol. Si OK. j'ouvrirais la fenêtre, ça descendrait très rapidement. Comme de raison, les températures qu'on a présentement, c'est pas l'idéal. On recommande Euh, d'être en bas de 800 d'habitude, vous n'avez pas trop mal à la tête, pas c'est trop ça. primitif. Non, je ventile quand même. Tu sais, comme le midi, on va partir la hotte de poêle.
la femme de salle de bain. J'ai Ouais. un petit, j'ai un extracteur d'air ici aussi que je peux partir quand ça monte vraiment Mais vous trop haut. êtes tout seul dans votre sous-sol, puis ça donne 1700 à peu près. Là, présentement, on est trois dans la maison. Ah, c'est pour ça. Trois au Ouais, rez-de-chaussée, au c'est sous-sol. ça. Ouais, toi, les garçons sont au sol avec moi. Ouais, OK, il y a deux garçons qui respirent, qui expirent ouais, avec. exactement. Et alors, parlez-moi un peu du CO2, pourquoi on le mesure dans nos maisons? Ouais, il y a deux facettes. La facette qu'on entend plus parler depuis 2 ans, disons, c'est la facette de vérifier la ventilation. Si la maison est bien ventilée, ce qui n'est pas évidemment pas le cas moi ici, cordonnier mal chaussé, Bien chaussé. euh, le taux de CO2 va baisser. L'idée, c'est que les personnes expirent du CO2 dans le processus de respiration. Le CO2 s'accumule. Si on ouvre une fenêtre, on crée un courant d'air, idéalement, on va remplacer l'air vicié par de l'air frais. Pourquoi qu'on veut remplacer l'air vicié? C'est que quand on expire des petites particules, des fines aérosols qui permettent à des virus, COVID, mais pas juste COVID. Ça peut être d'autres pathogènes aéroportés. On parle du monkeypox de ce temps-ci, on parle de l'Ebola. C'est des virus qui sont aéroportés. Un petit peu peut-être moins l'Ebola, mais c'est pas sûr encore. Mais c'est ça, en expirant, on relâche ces particules fines-là qui restent en suspension dans l'air. Puis la seule façon de s'en débarrasser, il y a deux façons. On ventile, donc on remplace de l'air vicié par de l'air propre en ouvrant des fenêtres, en ayant des extracteurs d'air, des échangeurs d'air, ou on filtre. Donc, des filtres EPA, des filtres minimum MERV 13 qui filtrent des particules plus grandes qu'un micron. MERV étant l'acronyme c'est quoi encore? C'est la moyenne Ouais, ça, je capacité pourrais de pas dire. filtration, hein? C'est ça. Donc, moi, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai bâti deux boîtes, les fameux filtres DIY qu'on appelle les Corsair Rosenthal, qui est C'est quatre filtres avec un ventilateur avec un par-dessus. ventilateur, On exactement. fait des rubans de construction, puis ça coûte pas cher, hein? Ça coûte pas cher, ça coûte en bas de 100 $, puis on a un filtre qui est plus efficace que certains filtres commerciaux. Ouais, ouais. Puis, je vous remercie parce qu'on a écrit un article ensemble là, qui va être sur le site, puis le résumé dans la revue de décembre. Donc, le CO2 est une mesure de substitution de la qualité et de la quantité de la ventilation. Parce que Exactement. ce qu'on recommande, c'est tant de litres secondes par pièce, là, si on regarde les exigences techniques Nouveau Climat, ou 0,3 changements d'air à l'heure, c'est-à-dire changer tout le volume de l'air d'une maison 8 fois par jour. Mais C'est ça. je ne sais pas combien notre échangeur d'air ou nos On le sait pas. Puis le CO2 est la façon de mesurer ça. Une chose qui est importante, on parlait de filtre. Un filtre n'affecte pas le taux de CO2. La oui, seule façon de c'est vérifier l'efficacité d'un filtre, c'est en utilisant un compteur de particules. j'ai même regardé, oui, même des filtres au charbon ne vont pas filtrer le CO2, hein? Non, non, il y a pas Comme rien. des gaz. Ouais. C'est ça, c'est un gaz. Mais il n'est pas toxique comme tel. Dans les sous-marins, c'est combien? 2000 et plus, 4000, je ne sais pas C'est trop. ça. En bas de les normes, je me rappelle bien, c'est l'exposition à 5000 ppm, l'exposition maximum, c'est 8 heures. 5000 Ouais. pour des travailleurs. OK. Mais donc, quand on dit qu'il ne faudrait pas dépasser 800 ou 1000, c'est que certaines personnes plus sensibles peuvent avoir des maux de tête, des troubles cognitifs. C'est ça. En haut de 1000, il y a des études qui ont été réalisées qu'en haut de 1000 ppm, il y a un phénomène d'endormissement du cerveau. Le cerveau travaille moins vite. On a plus de difficultés à travailler, à penser. Productivité, la sécurité des travailleurs, c'est super important. Exactement. Et les Euh, étudiants aussi, et tout le monde. C'est ça. La chose qu'on regarde, puis ça, c'est au niveau cognitif, au niveau contagion, ce qu'on regarde, c'est le pourcentage d'air réinspiré. Donc, les personnes expirent. Nous, on réinspire cet air-là qui est commun. Donc, si on regarde maintenant à 2000 ppm, c'est pas mal l'exemple que je donne tout le temps. 2000 ppm, c'est 4,1%. Donc, à chaque inspiration, 4,1% de l'air qu'on inspire provient des poumons des autres personnes dans la pièce. Vraiment Puis plus on intéressant. monte, c'est exponentiel. Là. 4%, on ne sait pas de combien ça augmente le risque qu'on tombe malade. Ben, si on regarde, mettons, à 1000 ppm,
de mémoire, 1000 ppm, c'est environ 1%, donc 4 fois moins. 4%, je m'excuse, là, parce que je cherchais le fichier que vous m'avez envoyé. Répétez-moi ça. Ouais, je vais vérifier, là. Je vais justement Je vais faire l'ouvrir. un partage d'écran parce que c'est vraiment intéressant ce que vous m'avez envoyé comme lien. Ici. Fait qu'on voit déjà qu'à 1000 ppm, on va respirer 6,4 litres de l'air expiré par nos voisins C'est ça. à chaque heure. Donc, c'est 1,54%. Oui, qu'on partage là. Mais est-ce qu'il y a des études qui C'est font ça. des liens entre le risque de tomber malade s'il y a des virus dans l'air à Ouais. 1000 et 2000? Fait que c'est, donc, puis à 2000, on était à 17,4 litres à l'heure. Puis là, vous avez ça Donc, c'est presque dans votre maison, là. Alors, si vos fils avaient des virus, vous auriez pas mal de chances de les respirer. c'est pour ça que j'ai des filtres qui permettent de filtrer l'air. Donc, je peux pas combattre le CO2, mais je peux filtrer Les l'air. particules, les gouttelettes, les aérosols qui Exactement. contiennent les virus. OK. Ça fonctionne toujours chez vous, le filtre. Ils fonctionnent presque tout le temps. On les éteint la nuit parce que veux pas, c'est une fan, hein? C'est un ventilateur de 20 pouces, donc ça fait quand même un petit peu de bruit. Ouais. Donc, on les éteint la nuit, puis le jour, on les laisse fonctionner. OK. Pour les gens qui veulent pas mettre un échangeur d'air central, c'est peut-être bon de mentionner que la compagnie québécoise Productaire vend des filtres allemands des échangeurs d'air, c'est comme un tuyau qu'on met à travers le mur là, avec une OK. haute température de chaleur de céramique qui préchauffe l'air. Ça vaut près 1000 je pense, le Ah, filtre. intéressant. C'est un petit échangeur d'air compact qui est intéressant, qu'on met dans les maisons passives, entre autres, et autres. Alors, parlez-moi un petit peu plus de votre technologie. On peut peut-être faire une démonstration aussi. Oui, c'est ça, je peux prendre le contrôle de l'écran. Je vais, oui, sortir, arrêter le partage. Où est-ce qu'il est, mon plan? Excusez un instant. Faut que je retrouve où est-ce qu'on était. Il y a trop d'écrans ouverts, là. Arrêter le partage. OK. OK. Est-ce Ouais, il va falloir que vous me donniez les droits de partager. ouais, ça c'est dans la sécurité. C'est où qu'on fait le partage? Est-ce que dans plus? Non. À côté de discuter, peut-être? Non. Participants, Je pense que c'est dans sécurité. sécurité. C'est sécurité puis Ah, OK. autoriser le partage. Autoriser partage d'écran. Voilà, c'est fait. OK. Moi, je suis à 349 ppm dans mon bureau, porte fermée, selon. Sur 349, c'est pratiquement impossible. OK. Le taux extérieur est à 415 à 430. Ah oui, Donc, 415 à 4. c'est soit que le capteur n'est pas calibré, qu'il a besoin d'une recalibration, C'est ce que je me disais ou depuis le que c'est un capteur MOX qui est complètement dans le champ. des bidons. Ah, ben, c'est ce que je C'est ça. pensais. Il est peut-être plus précis Euh, pour le formaldéhyde puis les COV, les composés organiques volatiles. Bon, ben, on va c'est mettre ça ça. dans le vidange. Une chose aussi, quand on achète un capteur CO2, bon, il y a deux choses en fait. Un, il faut s'assurer que ce soit une technologie NDIR ou photoacoustique. Photoacoustique est encore nouveau, un petit peu NDIR. plus de NDIR, oui. L'autre chose qu'il faut vérifier, c'est qu'on peut désactiver la calibration automatique. C'est quoi la calibration automatique? La calibration automatique, c'est que le capteur, tout dépendant des modèles, ils vont prendre sur 7 jours, ils vont prendre la valeur la plus basse et ils vont déterminer comme étant 400 ppm. Fait que là, ils vont tout niveler toutes les lectures vers le bas par la suite à 400 ce niveau-là. ppm étant à l'air extérieur, grosso modo. Ils pensent que c'est l'air extérieur. Donc, faut qu'au moins à tous les 7 jours, il faut que le capteur soit exposé à l'air extérieur pour que la calibration automatique se fasse. Il faut le Qu'est-ce sortir qui arrive dehors. quand on a... On est au bord d'une fenêtre ou d'une porte ouverte. C'est ça. Sauf que si on a un capteur vissé au mur ou un capteur qu'on laisse tout le temps dans le salon, qu'est-ce qui va arriver? C'est que puis notre maison descend à jamais en bas aux alentours de 400 ppm. Donc, elle reste tout le temps aux alentours de 600, 700. Puis, qu'est-ce qui va arriver au bout de 7 jours? C'est que le capteur, il va dire, ah, ma plus basse lecture, c'est 650. Ah, Ça descend, il va descendre ça à 400.
Donc, toutes les prochaines lectures vont être diminuées de 250 ppm. Ben, donc, c'est bon en soi. Non, c'est pas bon parce que là, ton capteur est complètement décalibré. Ton capteur, il pense qu'il t'indique que tu as 400 ppm, mais dans la réalité, dans ta maison, il est à 650. C'est Oh, oui, 650. c'est ça. OK, je comprends. Le mode, qu'est-ce qu'on appelle le mode ABC ou le mode d'autocalibration est plus utilisé quand tu as un capteur qui va être dans une serre ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai même pas, quand mon capteur il allume, il désactive la calibration automatique, puis il n'y a aucune façon de réactiver la calibration On n'a automatique. pas besoin de le faire ou de le désactiver. Donc, c'est ça, il faut que tu fasses une calibration. Moi, j'ai le chip déjà calibré. Faut que mettons, après 2 ans, tu as des doutes, tu le mets dehors 10 minutes, tu lui Ouais. dis calibre, il va se calibrer, il va sniffer, il va sentir l'air dehors, il va dire, ah, ben, ça, c'est ma référence de 400 ppm, puis c'est ça que j'utilise comme référence. Vos clients peuvent le faire, ça, sortir dehors puis peser Oui, sur. oui, ça se fait directement sur le capteur ou par l'interface qu'on voit ici. Ça, c'est l'interface pour le modèle C. Donc, le capteur, Je veux juste comprendre, pardon, avant de continuer, quand les gens le font manuellement, il va désactiver la calibration automatique après avoir. la calibration automatique est toujours désactivée. Oui, c'est ça. Elle est OK. toujours désactivée. Il n'y a aucune façon, sur mon capteur, il n'y a aucune façon de l'activer parce que c'est inutile. C'est pas dans les use cases que je vise ou qu'on vise Là, présentement, c'est pas utilisé. je pensais que vous disiez qu'on peut l'activer si on va dehors une fois de temps en temps. Non, non, OK, le c'est pas. consommateur ne peut pas le faire. Non, ils ne peuvent pas le faire. Fait que c'est ça. Le modèle C, à toutes les. C'est configurable de 1 minute à 15 minutes, envoie les données au portail qu'on voit ici. Donc, ça nous permet de voir l'état. Le dernier, bon là, je suis en anglais, là, mais le dernier, dans la dernière seconde, ce capteur-là a envoyé une lecture, c'était à 415 ppm. Ça, c'est pas On a dehors, les aussi. 715. Ouais, il est dans mon garage, en fait. Ah, C'est OK. moi, c'est un capteur que je garde dans le garage. Il fait 9,5 degrés présentement dans mon garage, puis on a près de 60 Le d'humidité. garage n'est pas étanche, c'est vraiment l'air Non, pas extérieur. du tout. Pas du tout. OK. Donc, on est capable d'avoir la dernière lecture. Qu'est-ce qu'on est capable de voir aussi, c'est l'historique. Donc, on peut remonter sur l'interface web même, on peut remonter puis voir l'historique jusqu'à 7 jours. Donc, si jamais on fait des changements au niveau de la ventilation dans notre maison, dans notre école, dans notre bureau, on est capable de voir vraiment l'impact de cette ventilation-là. Mhm. On est capable de désactiver, comme de raison, des graphiques pour juste voir le CO2. Ouais. Ça, sur le visuel à l'écran, je donne juste 7 jours, mais j'ai une rétention de données de 48 mois. Donc, quelqu'un peut arriver ici, puis il clique sur Download, puis ça va downloader un fichier Excel avec les données. Merveilleux. Donc, on peut tout faire à partir de ce panneau de contrôle-là. On peut redémarrer, on peut partir la calibration. Une autre chose aussi qui est intéressant, c'est pour les restaurants, mettons. Les restaurants veulent peut-être afficher le taux de CO2 sur leur page web ou avoir un petit écran sur le comptoir qui donne c'est quoi le taux de CO2 à l'intérieur. Ouais. Donc, il y a une petite page ici. Oups. Comme de raison, je fais un démo, puis ça ne marchera pas. J'ai poussé un update à part de ça ce matin. OK. Ça, en fait, ça vient d'une page web que tu as un petit bonhomme sourire. Ça. OK. Donc, ça donne la dernière valeur que le taux de CO2 que le capteur a envoyé, qui est probablement pas 333 ppm, là, mais ça te dit c'est quoi la dernière valeur, puis ça te donne un petit bonhomme sourire. Ils peuvent afficher ça sur la page web, ils peuvent mettre ça sur un petit écran. Mais ça a l'air d'une erreur, vu que c'est en bas de 400. Pourquoi ça dit 300? Ouais, non, je pense que j'ai brisé de quoi dans ma mise à jour ce matin. OK. Mais ça, au moins, vos Ça- clients peuvent être rassurés parce que vous envoyez toujours les mises à jour automatiquement et gratuitement. Oui, exactement. Les mises à jour du portail sont faites gratuitement. Les mises à jour aussi du micro-logiciel qui roule à l'intérieur du capteur. Justement, il y a un client avant hier qui m'a remonté un problème, une problématique. J'ai investigué, j'ai reproduit le problème ici.
J'ai un fixe, puis je devrais mettre disponible une version corrigée d'ici probablement d'ici demain. Puis les gens qui n'ont pas le modèle C qui est toujours branché Wi-Fi, mais le modèle D, est-ce qu'ils reçoivent un courriel? Comment ça marche pour les mises à jour? Le modèle D, c'est ça. Ils vont recevoir un courriel avec des instructions. Encore là, la mise à jour se fait sans fil. On fait juste activer un mode sur le capteur, puis par la suite, avec notre ordinateur, on va sur ce petit réseau sans fil-là, qui est un réseau privé entre l'ordinateur et puis le capteur, puis on lui dit mise à jour, puis il se met à jour automatiquement. Donc, si notre Wi-Fi sur l'ordinateur n'est pas allumé, il faut l'allumer. Oui, c'est ça. Le capteur, lui, va allumer son Wi-Fi. Aussitôt que l'update est fini, il va l'éteindre, puis il ne se rallumera pas, à moins qu'on te demande de le rallumer. Mais il faut allumer le Wi-Fi sur l'ordinateur aussi. Oui, oui. Parfait. C'est ça, c'est le portail. C'est vraiment là, l'endroit centralisé où c'est qu'on peut avoir toute l'information sur notre capteur, les voir à distance. Vu que c'est un portail qui est cloud, donc on peut avoir notre capteur chez nous, on peut l'avoir dans notre bureau, puis avoir toute l'information à partir d'un endroit centralisé, puis on peut consulter n'importe où dans le monde. Mhm. Puis là, si je vois 59 d'humidité dehors, 54 en dedans, c'est un peu Ouais, surprenant. ce capteur-là, c'est un capteur de test, justement, que je suis en train de tester ma dernière version de micro-logiciel. Il a pas mis de mise à jour depuis 3 heures parce que présentement, il est débranché. Ah, OK. Parce qu'habituellement, c'est plus humide en dedans s'il y a du monde dans la maison, à moins qu'il pleuve. Ben là, présentement, oui, ici, c'est quand même, c'est de la pluie pas mal. Euh, Ben, c'est sûr que la vue qu'on a, c'est mes capteurs à moi, c'est mes capteurs de développement. Fait que c'est sûr que ça ne représente pas nécessairement la réalité. Ben, des fois, quand je développe, j'ai même pas de capteur CO2 à l'intérieur. Le capteur, il fait juste envoyer de l'information aléatoire juste pour tester mon infrastructure. hmm. Moi, je suis curieux de voir parce que ce que je fais quand il fait très froid, là, disons moins 15, moins 20, je vais mettre, ou plus froid, je vais mettre mon VRC, mon ventilateur régulateur de chaleur, en mode recirculation, 20 minutes par heure. Oui, puis 40 minutes d'échange, je crois, c'est ça le mode. Puis, je serais curieux si on a de la visite, parce qu'on d'habitude, on est juste deux avec une chienne. Là. Ouais. J'aimerais ça faire un test, ouais, voir ce que ça va donner. Ouais, c'est ça. On voit très bien les patterns. Mon cousin a des chalets qu'il loue, style Airbnb un petit peu, puis il en a installé dans ses chalets. Puis il peut quasiment utiliser ça pour savoir le nombre de personnes qu'il y a dans le chalet quasiment. Parce que il y a un ratio à un moment donné. Tu vois quand il y a du monde qui rentre dans le chalet parce que tu commences à avoir un pic. Ouais. Puis là, quand ils partent, ça redescend. Il y a plusieurs années, il y avait un fabricant québécois qui a fermé ses portes qui s'appelait Profilaire, qui avait une sonde de CO2 qui mettait l'appareil à haute vitesse pour l'échange d'air quand ça dépasse Ouais. le seuil. Malheureusement, les gens n'en ont pas acheté de toute évidence. Mais vous pensez d'approcher Venmar, par exemple? Disons que je travaille sur certains projets à ce niveau-là. Je peux pas, je peux pas en dire trop parce que, OK. oui, il y a des projets dans ce style-là sur lesquels que je travaille avec certains Le manufacturiers. timing est bon. C'est sûr que j'imagine que c'est plus les bureaux puis les écoles et autres Oui, immeubles. exactement. Vous voyez, personnes âgées qui sont intéressées, mais dans les maisons où il y a beaucoup d'occupants ou de visiteurs, Oui. Puis même quelqu'un j'en ai un qui est un de mes clients qui est un petit peu plus connaissant au niveau d'informatique et d'électronique. Puis j'ai donné ce qu'on appelle un appel d'API, donc il est capable, à partir de son ordinateur, aller chercher la dernière lecture que le capteur a envoyée sur le cloud. Puis avec ça, il allume ou il éteint son échangeur d'air. Donc il ben, a c'est fait un ça, petit, le un monde me petit demande. IoT lui-même. Oui, OK. Lui, il l'a fait déjà chez lui. Oui. Ah ben ça serait intéressant. Est-ce qu'on peut visiter sa maison? Je sais pas. Il m'a envoyé les photos, là, c'est vraiment c'est du DIY maison. Il y a le Ouais, module qui pend par un fil puis qui s'en va vers l'échangeur d'air. mais ça marche. Ça Et marche, ça fonctionne. pour Il la a, il a fonction du bidouillé ça CO2. par lui-même. Parce qu'évidemment, la haute vitesse là, sur un échangeur d'air, d'habitude, est contrôlée par le degré d'humidité relative qu'on va régler à la main. Là.
C'est ça. Ben, ils ont tout le temps, tous ces échangeurs d'air, là, habituellement, malheureusement, c'est pas des protocoles qui sont exposés ou c'est pas tous les modèles qui ont des protocoles exposés, mais ils ont tout un port de communication habituellement par lequel que tu peux contrôler. En fait, la télécommande ou la petite commande murale qu'on a, ben, elle parle par ce même protocole-là au module de contrôle sur l'échangeur d'air. Intéressant. Je regardais le site du Center for Disease Control parce qu'il n'y a pas de consensus à dire si tu 800 ou 1000 qu'on Non, devrait c'est ça, ça dépend dépasser. des. Certains pays sont même descendus jusqu'à 700. La Ah France, ouais. c'est 700 ppm, je me rappelle bien. Mais j'ai vu que Euh, le CDC, le Center for Disease Control du gouvernement américain, dit quand même que plusieurs experts estiment qu'une concentration dépassant 800 parties par million suggère qu'un espace est sous-ventilé, il manque ouais, d'air extérieur. Puis là, il faudrait augmenter le débit ou filtrer si on ne peut pas c'est ça. augmenter le Ici débit. au Québec, ils ont mis la limite à 1000 ppm pour les écoles, entre autres. Ouais. Le ministre Rocheberge a dit 1000 ppm. Le problème avec ça, c'est que les systèmes qu'ils ont installés dans les écoles, les données qu'ils ont, c'est seulement des moyennes. Donc, ils travaillent sur des moyennes, même des moyennes à la semaine. Ah, pas sur 8 heures. Je me rappelle bien, c'est de 8 heures à aller jusqu'à 4 heures. Mais ça compte les journées qu'il n'y a pas personne dans l'école. Donc, quand les écoles sont fermées, ça compte pareil dans la moyenne. Ça pose les données. Est-ce qu'il y a des capteurs de CO2 dans toutes les écoles du Québec aujourd'hui? Il est supposé d'en avoir il y a eu 90 000 capteurs CO2 qui ont été installés dans les salles de classe. OK. Mais moins performants que le vôtre? C'est une technologie qui est différente. J'avais regardé pour voir si je voulais bider, puis j'ai décidé de ne pas m'embarquer dans cet engrenage-là. Est-ce que c'est la Euh, technologie qui teste les produits chimiques plutôt que le CO2? non, c'est des capteurs NDIR. Ils ont choisi ceux qui sont connectés, ils ont choisi deux manufacturiers. Un manufacturier qui était à Rimouski, je me rappelle bien, qui est Biotech. Euh, Puis l'autre qui est Milesite, qui est une compagnie chinoise. Déjà, en choisissant deux systèmes qui ne se parlent pas, donc c'est deux manufacturiers avec un système centralisé qui ne se parle pas. Les capteurs sont gros. Ils ont payé entre 1200 et, je me rappelle bien, c'est 2300 $ par capteur. OK. Ça, est-ce qu'il y en a juste un par école ou dans chaque classe? C'est supposé être dans toutes les classes, toutes 100 les salles de la classe? classe. Ouais. Oh! Puis le vôtre est Ça, en bas de c'est un contrat de 4,45 millions, je me rappelle bien quelque chose de ce style-là. OK. Ben, j'ai vu dans l'actualité que BioNTech a une bonne réputation, là, mais c'est quoi la différence entre votre capteur à 200 et le leur à 1200? Ben, les capteurs ou le devis qui avait été demandé par le ministère, c'est un devis qui utilise, pour la transmission de données, utilise la technologie LoRaWAN. LoRaWAN, c'est un petit protocole sans fil qui transmet des petits paquets d'informations, pas à haut débit, c'est pas à haute vitesse, mais à longue portée. LoRaWAN, à l'extérieur, on est capable d'avoir un rayon d'environ 10 km OK. de rayon d'action. C'est Oui, ça, j'aurais pu faire cette technologie-là, mais je l'avais pas c'était pas dans mon roadmap, c'était pas, puis c'est embarquer un devis du gouvernement, c'est de la grosse politique, c'est du gros. J'ai décidé de laisser ça de côté puis de faire mes petites affaires de mon côté. Alors, vous, quel est votre marché? Ciblez-vous beaucoup le résidentiel ou d'autres? Au début, mon idée avec le Wi-Fi puis le portail centralisé était beaucoup plus corporatif. Ce que je me suis aperçu, c'est que 98% de mes commandes, c'est des individus. Ah ouais. Donc, il y en achète un. Oui, j'en ai qui n'ont acheté deux, trois pour mettre dans des bureaux, dans des commerces. Mais ça, 98% présentement, c'est des individus. Mhm. Ben, c'est qu'il y a un marché là-bas, hein? Les gens sont C'est intéressés. ça. Là, je travaille sur le prochain modèle. Il va être le modèle E, qui, lui, va être CO2 avec la même technologie NDIR, avec un capteur de COV, un capteur de pression barométrique et un capteur de particules. Donc, ça va être
sera pas vraiment plus gros. Il va être une petite affaire plus, peut-être comme ça ici. Ça m'intéresse parce Euh, que aussi les capteurs de particules autrefois étaient très dispendieux. Ça, c'est les plus petites, fines ça, c'est les particules plus petits. Ça, invisibles. c'en est un ici. Ah oui, parce qu'il faut expliquer aux gens, c'est les particules invisibles là, de 0,3 microns et moins qui sont les plus nocives, qui rentrent profondément dans les poumons, même jusque dans le cœur, le système sanguin, comme la Exactement. fumée d'un poêle à bois, par exemple. Puis les virus sont transportés là-dessus, hein. C'est ça, exactement. Fait que avec ce capteur-là, ce nouveau modèle-là, que j'espère lancer au mois de milieu novembre, on va être capable de vérifier la ventilation et la filtration. Vraiment intéressant. Puis le prix va augmenter de combien? Ce sera pas un appareil qui coûtera pas cher. J'espère être capable de le faire en bas de 350 canadiens. Quand même, c'est bien. Parce il y a beaucoup de gens qui ont des maladies chroniques, c'est presque une personne sur deux, donc déjà, c'est la moitié du C'est Québec ça. qui a Je vous intérêt enverrai le lien. J'ai fait un test préliminaire justement quand j'ai bâti mes boîtes Corsair Rosenthal. Je voulais pas juste bâtir le filtre puis pas savoir qu'est-ce qui se passait. Donc, j'ai utilisé un de ces petits capteurs de particules-là que j'ai mis pas loin de ma boîte, à peut-être un 6-8 pieds de la boîte. Quand j'ai parti le filtre, j'ai laissé rouler le capteur de particules pendant 1 heure avant de partir le filtre pour voir un baseline. Ensuite, j'ai parti le filtre. En bas de 6 minutes, les particules de 2,5 microns puis de 10 microns ont chuté pratiquement à zéro. Ouais, impressionnant. Je vais montrer c'est quoi aux gens le Corsair Rosenthal. Il y a un reportage sur CTV. Fait que c'est des filtres plissés électrostatiques, c'est ça? Ouais, c'est des filtres MERV là, qu'on achète chez Renault Dépôt, chez Rona, ben MERV standard. 13, hein? C'est ça. L'idée, L'efficacité. c'est qu'on prend des filtres qui sont 20 pouces par 20 pouces. On peut prendre des 1 pouce d'épais, des 2 pouces d'épais ou des 4 pouces. Moi, j'ai pris des 1 pouce, c'est assez. Puis le ventilateur par-dessus, c'est un ventilateur sur pied, pas sur pied, un ventilateur de Fenêtre. table Hum. de 20 pouces. Donc, on fait un cube avec les filtres qui est 20 pouces par 20 pouces, puis on Alors, met le il y a fan quatre par-dessus. filtres. Est-ce que c'est 6 filtres en haut, en dessous aussi, il y en a? On peut en mettre, tout dépendant, comme les modèles qu'on voit là ici, ceux qui sont carrément assis à terre, ça ne donne rien de mettre un filtre en dessous. Ouais, mais il y en a un sur le dessus. Entre la fan, entre le ventilateur et la boîte, il n'y a pas de filtre. OK, dans le haut, il n'y a pas de filtre non plus. Non, il n'y a pas de filtre. Donc, ça force toute l'air de passer par les côtés et de remonter vers le haut. Quand c'est étanche en dessous. Exactement. Il fait bien tapé, scellé au C'est ruban de ça. construction sur le dessus. Du bon duct tape. Et puis, Ouais, OK. Oui, ça, j'ai vu plein d'articles là-dessus. Là, c'est beaucoup moins cher que les filtres EPA qui sont la plus haute efficacité, c'est développé par le nucléaire, mais pas mal plus cher. Ouais. ouais, ouais. Intéressant. Ça, on parle de. Quand je les ai construits, on avait été diagnostiqué avec la COVID dans la maison, donc je ne pouvais pas sortir. Je les ai commandés sur Amazon. OK. J'ai acheté le kit pour 2 boîtes. Ça m'a coûté 220 je pense, quelque chose comme ça. Puis j'ai bâti les deux boîtes. 220 c'est-à-dire 4 filtres, puis le ventilateur, puis là, Huit filtres, en fait, 8 filtres, c'est puis bon deux ventilateurs. J'ai bâti deux boîtes séparées. pour la maison. Ouais. Intéressant. Oui, c'est une chose recommandable à tout le C'est monde. pas, c'est pas long à bâtir, là. J'ai, Ah, j'ai fait la vidéo. Je vous enverrai le lien aussi pour la vidéo de la construction que j'ai faite. Ça m'a pris 30 minutes. c'est intéressant que vous ayez deux parce que moi, j'ai l'épurateur à flux turbulent de Life Breath à la sortie de mon échangeur d'air. Fait que c'est 6 filtres plissés comme ça. Puis l'air passe pas à travers les filtres, donc ils s'encrassent pas trop, ils vont pas restreindre le flux de l'air. Il y a des séparateurs de métal. Donc l'air circule en tourbillon, ça monte, ça descend. OK. Puis l'aspect magnétisé des filtres attire les fines particules. Puis on en change juste 2 par année. OK. On les décale vers la gauche, mais 2 nouveaux filtres à droite le 1er juillet chaque année. Fait que ça, c'est vraiment bien. C'est reconnu comme un appareil médical certifié. Ça peut être remboursé par les assurances, déductible sur le rapport d'impôt pour les gens qui ont des troubles respiratoires.
Mais je serais curieux pour une maison au complet. Moi, c'est plus pour regarder mes conduits propres que je fais Ouais. ça. Je serais curieux partout dans la maison à quel point ça a un gros impact. Parce que j'ai un chien, j'ai un husky qui en dégage pas mal. Qui génère des. Ouais. Là, je disais qu'il ne faut pas trop se coller sur nos animaux. Cette nuit, j'ai fini de lire le livre notre grande Cécile Tremblay, docteur Tremblay de l'Université de Montréal, qu'on voit beaucoup, je ne trouve pas son livre, là, mais sur la COVID, puis c'est ça. Les animaux sauvages, mais aussi les animaux domestiques peuvent nous transmettre des virus, des bactéries. Fait que là, Oh, oui, c'est sûr, ouais. c'est décourageant parce que moi, on aime ça se mettre le nez sur le chien. J'ai essayé de laver aujourd'hui ma chienne, fait que je suis bon pour elle. C'est Ben, ça, les cubes Corsier Rosenthal, les deux personnes qui ont propulsé ça aux États-Unis, qui est Jim Rosenthal puis Richard Corsi, euh, c'est je pense que c'est Corsi qui est un ingénieur en ventilation, puis Rosenthal, lui, qui est un professeur où il est dean d'une université à UC Davis. ouais. Euh, donc, ils ont beaucoup propulsé le mouvement aux États-Unis. Ils en ont même amené un à la Maison-Blanche dernièrement. Ah ouais. Fait que c'est ça, c'est vraiment confirmé que c'est ultra efficace pour pas cher. Fait Ouais, que ça a même la compagnie 3M qui fait justement les filtres ouais, a endossé le projet comme en disant que oui, c'est une solution qui fonctionne, qui filtre bien, puis ouais. que les gens peuvent utiliser. Je t'expliquais que moi, c'était pour protéger l'encrassement, réduire l'encrassement de mes conduits. Puis je me disais, on n'a pas de problème respiratoire, mais avec la COVID, là, ça change un peu. Je pense qu'on dit toujours que la filtration, c'est le dernier recours après la réduction des sources et l'échange d'air. Ouais. Et c'est rendu pas mal important Ouais, il avec. y a des sources qu'on ne contrôle pas non plus. Puis ces filtres-là vont fonctionner pour le pollen aussi, pour les autres les allergènes. Oui, ben c'est pour ça que je fais toujours marcher mon échangeur d'air 12 mois par année. Parce que depuis les années 90, là, pendant plusieurs années, j'écrivais pour le programme R2000 de Ressources naturelles Canada, puis je leur avais posé la question. Eux, ils ont démontré que dans les maisons R2000, dans une étude avec Santé Canada, donc l'ancêtre de Nouveau Climat, donc des maisons très étanches, très isolées, mais très bien ventilées, les asthmatiques étaient en meilleure santé. Puis j'avais posé à Barbara Farley la question, est-ce que je devrais l'éteindre en été, la gestionnaire du programme, puis elle m'a dit, ben, si tu veux filtrer le pollen, c'est une très bonne chose de filtrer tout le temps. C'est ça. Puis j'ai la fièvre des fois, donc c'est une bonne chose. Ouais. Ben, André, c'est très intéressant. Merci beaucoup. En conclusion, est-ce qu'il y aura autre chose à rajouter? Si les gens ont des questions, peuvent se rendre sur le site co2.click. Je suis trop souvent devant mon ordinateur en train de répondre ou en train de travailler, donc il y a des bonnes chances que quelqu'un va aller sur le chat puis je vais être là. Ou sinon, c'est D'accord. par email. Les contacts de email sont marqués sur le site. Ben, vous êtes un pionnier, un missionnaire, un humanitaire, parce qu'on sait que vous avez déjà un travail à temps plein, puis que vous ne faites Ouais, pas ça. C'est pas pour devenir millionnaire que vous avez inventé ça, là, non plus. Non, non, mais c'est un projet qui est le fun. C'est inventer puis créer des produits comme ça, c'est un petit peu comme une seconde nature. En même temps, il y en a qui collectionnent des thèmes, il y en a d'autres qui travaillent d'inflables. Ben, moi, ça donne juste que mon travail, il ressemble beaucoup à mon hobby, qui est l'électronique, la robotique, puis C'est une l'informatique. passion. C'est ça. Ben, bravo et merci du beau partage. On va mettre ça sur YouTube. Je vous enverrai le lien. Parfait. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée.